Bonjour tout le monde, je suis Dr Asma Andoni, médecin généraliste marocaine à Poujda. Alors aujourd'hui j'ai choisi pour vous un sujet très important et très utile, que ce soit sur la vie personnelle ou sur le plan professionnel. Il s'agit de la culture de l'amour. Alors pourquoi c'est important de traiter ce sujet par un médecin et par plusieurs personnes s'ils sont intéressés par ce type d'accompagnement des jeunes? Alors, tout simplement parce que quand on veut traiter un patient, des fois on trouve des bâtons dans les roues, des fois on trouve des obstacles, on trouve des nœuds, on trouve de la résistance. Alors la résistance c'est quoi? C'est en fait lorsque tu traites par exemple, lorsque vous traitez par exemple un sujet déprimé, ok, qui a une dépression typique. Malheureusement, il faut savoir que des fois, bon, si je dirais pas dans la majorité des cas, je tombe sur des gens qui n'ont jamais entendu parler de la culture d'amour, de la culture de la joie. Ok. Alors la joie, c'est quelque chose qui est très important. L'amour, c'est quelque chose qui est très important. C'est de la nourriture, c'est de l'alimentation affective qui est très importante même dans le développement psychomoteur des bébés. Ok. Donc déjà, avant même la naissance, je pense que c'est très important de comprendre que le fœtus dans votre ventre, avant la naissance, il est capable d'écouter, d'entendre les voix. Il est capable de toucher, si vous voulez, votre caractère colérique ou votre caractère doux, votre caractère calme, si vous voulez. Donc vous devez savoir que vous partagez et que vous contaminez votre bébé avant la naissance. Après la naissance, c'est autre chose, mais c'est toujours le même bain, si vous voulez. Il faut apprendre et faire apprendre et enseigner certains paramètres, certains réflexes chez les enfants. C'est quoi? C'est la mimique. Alors, la mimique, ça fait partie des choses les plus importantes quand on veut apprendre la culture de la joie, la culture de l'amour. Pourquoi? Parce que je vais ouvrir une toute petite parenthèse qui parle de certains déficits psychomoteurs ou déficits de vigilance ou déficits de concentration que j'ai vu chez les patients. Et pour la première impression qu'on peut avoir sur ces enfants, c'est que ce sont des enfants qui ont un problème d'autisme. D'accord? Alors qu'il ne s'agit pas d'autisme, il s'agit uniquement d'un trouble de développement dans le cerveau, dans la tête, dans le système nerveux et dans le système relationnel des enfants. Pourquoi? Parce que quand on laisse un enfant face aux écrans, face à son smartphone, à votre smartphone ou face à votre tablette, alors qu'est-ce qui se passe? Ce que nous avons remarqué, nous les médecins généralistes, c'est que ces enfants qui restent coincés, figés face aux écrans, ne développent pas la compréhension et l'élaboration de certaines mimiques, de certaines grimaces, de certaines expressions faciales. Ok? Ça, c'est un sujet qui est très lourd, qui est très profond, et je promets qu'un jour, on pourra le traiter. Alors, si l'expression ou les expressions faciales sont très importantes dans la communication et dans le partage et dans le passage, si vous voulez, le transfert d'informations émotionnelles, d'informations relationnelles, d'informations même intellectuelles, alors je veux dire que même dans la culture de la joie, même dans la culture d'amour, c'est très important de communiquer en utilisant des expressions faciales d'amour avec le bébé qui ne sait même pas lire ou écrire ou même parler. Ok? Je m'explique. Vous avez un bébé, vous avez un nourrisson, vous avez un nouveau-né. Ok? Vous devez savoir que le nouveau-né, des fois, si vous avez remarqué, il peut sourire. Un nourrisson, des fois, il ne veut pas prendre la tétée. Pourquoi? Parce que vous ne le regardez pas droit dans les yeux. Et des fois, il crie, il ne veut pas prendre la tétée. Pourquoi? Tout simplement parce que vous n'êtes pas, vous ne le regardez pas droit dans les yeux, vous n'êtes pas souriante, vous avez une expression faciale qui est un peu inquiétante. Donc, je pense que vous avez tous, je parle avec les mamans et les papas, je pense que vous avez tous touché et détecté ce problème de communication qui peut être responsable d'un refus de tétée. D'accord? Vous avez le petit qui crie, vous faites la consultation en pédiatrie générale, il n'y a aucun problème, il n'y a rien à signaler, il n'y a pas de reflux, pas d'arthrite de l'œsophage, pas de malformation, pas d'invagинation intestinale. Le petit, il n'a vraiment rien, mais il refuse de prendre le biberon ou la tétée. Alors,
Lorsque vous faites une consultation chez un pédopsychiatre, qu'est-ce que vous allez remarquer? Vous allez remarquer que le pédopsychiatre va diagnostiquer rapidement et aisément un problème de communication, un problème de transfert d'amour, un problème d'expression des fois d'amour. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que quand j'étais stagiaire dans le service de psychiatrie en centre hospitalier universitaire où j'ai étudié, alors il y avait les professeurs qui ne cessaient pas de nous répéter quelque chose de très 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 pertinent, c'est que la schizophrénie, d'accord, ça commence depuis l'enfance et bien avant, c'est-à-dire durant la grossesse. Par exemple, un patient qui a été un enfant non désiré, automatiquement la grossesse va être très pénible pour le petit. D'accord? C'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher, mais c'est quelque chose qui est vrai. Moi, personnellement, j'ai déjà discuté avec plusieurs schizophrènes dans le CHU et j'ai remarqué que ils étaient tous des enfants dont la maman avait souffert d'un problème soit psychique, soit physique, soit économique, soit des conditions de vie qui étaient vraiment très précaires. Ok? Donc, si on s'attarde un peu sur ce point-là, qui est l'expression d'amour, qui est le partage, qui est l'affection, l'alimentation affective, je pense que c'est très important de comprendre que un enfant, si vous voulez avoir un enfant, si vous voulez mettre dans ce monde un bébé, un nouveau-né, un enfant, ou avoir un enfant, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que vous êtes dans l'obligation d'assurer certaines choses. Comme quoi, l'enfant a besoin d'être nourri, donc de l'alimentation. L'enfant a besoin également d'avoir l'accès à la scolarisation. Avant la scolarisation, il a besoin d'un foyer, d'un abri, d'un appartement, d'une maison, c'est-à-dire un espace où il peut survivre et vivre, ok? Vivre, pardon. L'enfant aura besoin de vêtements depuis la naissance. Donc c'est très important de prendre en considération que vous êtes dans l'obligation d'assurer toutes ces choses-là pour votre enfant. Ok, ce sont des droits. Et pour vous, ce sont des devoirs. Alors on a dit la nourriture. On a parlé des droits des enfants à l'accès à l'école, l'accès aux soins, ok, s'ils ont un problème de santé. Donc le petit, il a besoin d'être vacciné, c'est très important. Donc un parent n'a pas le droit d'ignorer son devoir de ramener ses enfants à l'hôpital ou au centre de santé pour être vaccinés. Si l'enfant est malade, le parent doit répondre présent à cette demande urgente d'être pris en charge sur le plan médical. Si le petit a besoin, par exemple, et puis on va passer au droit d'être protégé et au devoir de protéger ses enfants. Un parent, normalement, est obligé de protéger ses enfants. Alors, dans la protection, je vais m'attarder un peu parce que c'est en rapport avec le tabagisme, l'alcool, l'éthylisme et tout. Ce que j'ai remarqué chez certains patients, c'est quoi? C'est malheureux ce que je veux dire, mais c'est vrai, c'est tellement vrai. Ce que j'ai remarqué, c'est que les enfants ne sont pas protégés par les parents. Par exemple, quand vous épousez une femme qui est malade, qui a un problème de santé, vous n'avez pas le droit normalement d'épouser une femme malade. D'accord? Vous n'avez pas le droit. Pourquoi? Parce qu'une femme qui est malade, elle peut très bien être déprimée, elle peut très bien être schizophrène sans prise en charge médicale, c'est-à-dire une schizophrène qui n'est pas bien sensibilisée sur l'importance de prendre son médicament correctement et de respecter les dates des rendez-vous du suivi. Donc cette femme, elle peut faire des accès, elle peut faire des crises, elle peut passer à l'action. Alors là, je pense que ce n'est pas l'apanage uniquement de la police pour protéger les enfants, mais c'est surtout les parents. Vous êtes malade, vous n'avez pas le droit d'avoir un enfant. Vous êtes malade, vous avez le droit d'accéder aux soins, mais vous n'avez pas le droit d'arrêter le médicament ou le traitement pharmacologique d'une maladie qui nécessite un traitement à vie. Ça ne veut pas dire que vous êtes fou. Non, vous n'êtes pas fou. Il n'y a personne qui est fou. Il y a juste des accumulations, il y a juste des tensions et vous avez le droit aux soins.
Mais quand vous aurez un enfant, alors que vous êtes déjà dans un état très critique, je pense que c'est très pénible pour vous. Ça, je pense que le fait de ne pas avoir des enfants cet état va vous protéger avant de protéger vos enfants. C'est un stress supplémentaire. Donc, est-ce que les gens sont capables de supporter un stress supplémentaire ou pas? Ça, c'est une question à laquelle on doit répondre. Bien sûr, par un professionnel de la santé psychique et mentale, c'est-à-dire un médecin psychiatre qui doit normalement prendre la responsabilité de juger, possible ou non, d'avoir un foyer et d'avoir accès à la reproduction, si vous voulez, parce que les gens se marient en général pour avoir des enfants, et ça, je pense que c'est très malheureux. On se marie juste pour avoir des enfants, pour avoir quelqu'un sur qui on peut compter. Voilà, donc tout tourne autour de la dépendance affective et la dépendance en général. C'est malheureux d'avoir des enfants uniquement pour qu'ils prennent soin de vous. On doit avoir un enfant pour vivre ce sentiment de devenir maman, ce beau sentiment de devenir papa. C'est un plaisir. Alors, quand je discute avec les gens, maintenant on va fermer cette fenêtre de protection des enfants et tout. Donc voilà. Et on va ouvrir une toute petite parenthèse qui parle de la culture du plaisir. Le plaisir, c'est une chose, et l'amour, c'est autre chose, et la joie, c'est autre chose. Ok? Mais c'est dans le même bain, si vous voulez, ou dans le même établissement, si vous voulez. L'établissement du bien-être. Alors moi, je pense que la culture du plaisir, c'est important. Quand vous faites quelque chose, est-ce que vous le faites par obligation ou est-ce que vous le faites par plaisir? Est-ce que vous faites quelque chose uniquement pour que ça soit vu par les autres ou bien vous faites quelque chose parce que véritablement vous avez envie de le faire? Quand vous vivez quelque chose, est-ce que vous précipitez pour le montrer aux autres ou bien est-ce que vous aimez être vraiment travailler, comment dirais-je, avoir ce plaisir en cachette et le déguster à tête reposée, calmement, et après vous pouvez le montrer ou pas aux autres, tout dépend de vos conditions. Alors le plaisir, si tu veux partager le plaisir avec quelqu'un, ça c'est beau, c'est merveilleux, cela veut dire que vous avez dans votre cœur quelque chose de très beau, vous avez envie de le partager. D'accord? Donc si vous partagez un moment de joie, de plaisir, de bonheur, c'est pas la fin du monde et ça ne veut pas dire que vous êtes malade, ça ne veut pas dire que vous avez besoin, ça ne veut pas dire que vous êtes faible, ok? Mais les choses dans votre cœur doivent être bien précises, bien claires, ok? J'ai fait quelque chose, j'ai vécu un sentiment de plaisir, j'ai vécu un moment, un souvenir merveilleux, je veux de tout mon cœur prendre une photo et partager ça avec quelqu'un qui va être très heureux pour moi. Ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, c'est quand tu fais quelque chose qui normalement devrait te faire plaisir et que tu te précipites pour le montrer aux autres. Est-ce que tu fais ça uniquement pour le montrer aux autres? Voici une astuce pour comprendre, juste une simple stratégie ou astuce pour savoir est-ce que vous faites partie de la première catégorie ou de la deuxième, c'est-à-dire est-ce que vous partagez le moment de plaisir parce que vous voulez bien le partager ou bien est-ce que vous le partagez uniquement pour que vous soyez vu par les autres? Alors la première question à laquelle il faut répondre, c'est est-ce que la personne avec qui j'ai partagé ce moment de joie, de plaisir, de bonheur, est-ce que cette personne m'aime? Je vais vous dire un truc en secret. Moi, j'ai remarqué que quand je passe des moments formidables, quand je vis un moment d'euphorie, quand je suis vraiment très, très, très heureuse, je ne sais pas pourquoi je ne peux pas partager ça sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas. Il y a quelque chose qui me bloque, je ne sais pas. Et je croyais que c'était de la honte, parce que c'est honteux quand même de tout partager sur les réseaux sociaux. Et des fois, j'avais l'habitude de penser que c'est mal vu, ça ne faisait pas partie des bonnes manières et tout. Et des fois, je me disais, non, peut-être que les gens ne vont pas apprécier. Mais dans mon cœur, quand j'ai analysé les choses, j'ai remarqué qu'il y a une grande force à l'intérieur de moi qui m'empêche de partager ça. Et quand j'ai analysé ça, j'ai trouvé que
J'ai travaillé dessus, j'ai fait de la lecture, j'ai pris des avis spécialisés et j'ai remarqué que quand les choses sont vraies, on ne les partage pas. Quand les choses sont vraiment personnelles, on a comme une sorte de frein, si vous voulez. Et ça, c'est bon. Ok? Ça, c'est merveilleux. Et si vous voulez une astuce, c'est posez-vous cette question. Est-ce que les gens vont être heureux? Les gens ne vont pas tous être heureux en vous visualisant, en vous regardant heureux. Il y a des gens qui sont jaloux, il y a des gens qui vous aiment pas, il y a des gens qui ne sont pas jaloux, mais qui ne s'intéressent pas et vous ne faites pas partie de leurs priorités. Donc, si vous ne faites pas partie de mes priorités, je n'ai pas à tout partager avec toi. Avec vous. Ça, c'est une bonne question à laquelle il faut répondre pour bien comprendre où on est et puis pour bien trouver sa boussole, si vous voulez. La culture de la joie, tu fais un moment de plaisir, tu le partages uniquement avec les gens qui vont être très heureux. Pourquoi? Parce que la joie, quand on la partage, elle se double. Et la peine, quand on la partage, elle est réduite à 50%. D'accord? Elle est divisée. C'est très important de comprendre ça. Quand on partage de la peine avec quelqu'un qui nous aime, vraiment, on se sent vraiment très allégé, très réconforté. Et on a même l'impression que c'est pas trop grave, c'est pas trop méchant. Mais quand on partage la joie avec les gens qui nous aiment vraiment et qui vont être heureux de nous voir heureux, vraiment, on a l'impression que ça se double, ça se multiplie, ça s'amplifie. Et c'est juste magnifique. Voilà, donc je vous souhaite une excellente journée. C'était une petite discussion. Excellente. Merci, Madame Doja. C'était juste une petite discussion, un petit partage, si vous voulez, de paix, de calme, dont on a besoin de temps à autre. Moi, je m'influence rapidement par les gens qui sont positifs, par les gens qui ont un bon cœur. Et je pense qu'il y a des gens qui me suivent et qui ont besoin des fois juste d'entendre quelque chose de beau, quelque chose de doux. La douceur est très importante. Pourquoi? Pour pouvoir survivre. Des fois, on n'a pas besoin d'être aidé. On n'a pas besoin d'une assistance. On n'a pas besoin d'argent. On n'a pas besoin de câlin. On n'a pas besoin d'amour. Mais des fois, on a juste besoin de sentir qu'il y a quelque chose de beau dans cette vie. Et des fois, on a juste besoin de sentir qu'il y a quelqu'un qui pense ou qui voit les choses de la même façon que nous. Parce que le bien-être ne peut pas être assuré si on a l'impression qu'on est seul dans ce monde et qu'on est seul à voir les choses de telle façon ou d'une autre. Oui, ma chérie, je viens d'entrer ta voix, machallah, relaxante. Merci, madame, c'est très aimable de votre part. Alors, petit conseil, premièrement, on commence toujours par la sécurité. Même dans la fabrication d'un médicament, je pense que c'est très important de comprendre que la première phase de production ou la première phase d'essai, d'un médicament, c'est la sécurité, c'est la toxicité. On ne veut pas savoir est-ce que le médicament va être efficace, mais on cherche à ce que le médicament ne soit pas toxique. Ok? La sécurité dans l'immunité émotionnelle ou dans la chirurgie émotionnelle, c'est quoi? C'est en fait ne pas partager ce qui est beau dans votre cœur avec tout le monde. Et surtout ne pas donner des excuses, surtout ne pas expliquer et justifier tout ce qu'on fait. Si quelqu'un te prend mal ce que tu fais, il doit normalement t'exprimer ça clairement. Il va te dire « Bonjour, tu m'as vexé ». Et là, je vais te dire, non, je suis désolée, je n'avais pas l'intention de te vexer, mais voilà, qu'est-ce que j'ai fait. Alors, une fois que tu fais une première explication à la personne et qu'on ne veut pas te comprendre, rappelez-vous de la citation du feu Hassan II, que son âme repose en paix. Il a dit, il ne faut jamais avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi. Merci, docteur. Je vous en prie, c'est Rachid. Alors, pourquoi c'est important d'être sécurisé? Parce que il y a le savoir, il y a la sagesse. Le savoir, c'est de comprendre, de découvrir la culture de la joie. La sagesse, c'est d'apprendre à ne jamais partager ça avec n'importe qui. Ok? On ne doit pas parler de tout ce qui est beau, de tout ce qui est doux avec les gens qui n'ont pas cette culture. De la beauté, de la douceur, de la gentillesse, du bien-être, du partage, de l'abnégation, de l'altruisme.
Ces gens qui ne comprennent pas ça, ce sont en général soit des manipulateurs, soit des arrivistes, soit des manipulateurs pervers narcissiques, soit des gens qui sont très, je dirais, aigris, des gens qui sont très antipathiques. Et ces gens-là, vraiment, ils vampirisent notre énergie et ils nous poussent à vraiment se sentir blessés. Parce que quand tu es normal, quand tu es ordinaire avec les gens, une mauvaise réaction des gens ne va pas te vexer de la même façon, de la même intensité que si tu t'es bien investi dans la beauté. Est-ce que vous avez bien compris ce que je veux dire? Moi, j'ai déjà traité plusieurs patients. Moi-même, j'ai vécu cette expérience. Le fait de vouloir partager tout ce qui est beau, tout ce qui est magnifique avec les gens, ça nécessite une sécurité, des mesures de sécurité. Comme quoi? Comme une petite... Il faut être patient, je pense. Il faut être patient. Et il faut toujours chercher l'origine des gens. Ça, c'est un conseil en or ou d'or. La pire erreur que vous pouvez commettre, c'est quoi? C'est de croire à l'emballage. L'emballage, c'est quoi? L'emballage, c'est quand quelqu'un, par exemple, utilise cette voix que j'ai utilisée aujourd'hui. Moi, je ne l'ai pas fait exprès. Et quand quelqu'un joue et manipule votre cœur, manipule des fois votre enfant intérieur, l'emballage, c'est quand quelqu'un te parle de développement personnel. L'emballage, c'est quand quelqu'un, en te parlant, il va créer des clics dans votre tête et ça, c'est grave. Les clics, c'est quoi? Les clics, c'est quand tu découvres quelque chose pour la première fois et tu te dis, mon Dieu, mais combien c'est vrai. Alors, on a tous vécu ça. Des fois, on lit juste une phrase dans un livre et cette phrase peut très bien changer notre vie. Donc, pour se protéger des manipulateurs et pour se protéger de toute personne malveillante, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours ne pas exprimer ces clics devant les gens et ne pas montrer aux gens combien ils ont été très utiles pour toi et il faut toujours que l'autre personne comprenne combien vous n'avez pas besoin d'elle pour survivre. On a besoin des gens. L'homme ne peut pas vivre sans société. On est là pour vivre en société. On est bien d'accord. Mais vous n'êtes pas une personne primordiale pour ma survie. Ça, c'est le summum de l'immunité émotionnelle. Voici quelques phrases qui sont très nocives et qui ne doivent pas être prononcées de votre part si vous voulez vraiment être très très sagement immunisé contre tout type de manipulation. Alors, première phrase à ne jamais dire, c'est « je ne peux pas vivre sans toi ». Ça, c'est une catastrophe. Il ne faut jamais dire à quelqu'un « quand je te vois, je suis heureuse et quand je ne te vois pas, je suis malheureuse ». Ça, c'est une catastrophe. Il ne faut jamais dire à quelqu'un « oh mon Dieu, mais quelqu'un que tu viens de connaître moins de 6 mois, d'un an, tu n'as pas le droit de... Permettez-moi de vous tutoyer si vous voulez, s'il vous plaît. Alors, tu n'as pas le droit de dire à quelqu'un « j'ai l'impression que je te connais depuis bien longtemps ». Effectivement, merci, c'est Rachid. Vous n'avez pas le droit. Écoutez, même si vous avez eu ce sentiment dans votre petit cœur, ce sentiment doit être absolument discuté et communiqué à votre médecin généraliste. Pourquoi? Pour détecter rapidement combien vous avez été manipulé ou combien vous avez été vulnérable durant cette période. Parce que l'immunité émotionnelle, c'est comme l'immunité de n'importe quel organe. Ça peut monter et ça peut vraiment être effondré. Donc, je vous invite à détecter ces petites erreurs, ces petites failles, ces petites faiblesses. Ça peut arriver à n'importe qui, c'est normal parce qu'on est des êtres humains. C'est très humain de commettre ce type de douleur, d'erreur. Et puis, c'est très normal, c'est très humain de ne pas comprendre certaines choses parce que c'est pas votre domaine. Ok? Alors, je vais répéter. Si vous voulez, je vais vous donner quelques mots ou quelques phrases ou quelques expressions à ne jamais dire. Premièrement, il ne faut pas appeler les gens plus qu'une fois. Sauf si ces gens-là font partie de votre famille et que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose de grave. Ok? Vous devez avoir des codes de communication avec les gens. C'est-à-dire, si quelqu'un est occupé, vous devez lui dire, est-ce que c'est urgent ou pas? Parce qu'à chaque fois que tu vas m'appeler,
si on se met d'accord sur un certain code, si vous voulez, de communication, si tu me dis c'est urgent, je vais tout arrêter pour te répondre. Si tu me dis c'est pas urgent, je vais dire ok, je te rappelle dans quelques minutes. D'accord? Alors, s'il y a des codes, s'il y a la bonne communication, ça réduit le risque des conflits et des malentendus et de l'énergie négative. Et comment on peut arriver à ce stade? Alors, c'est très simple, Madame Douja, il faut passer par des obstacles, il faut passer par des expériences, il faut discuter, il faut bien discuter et il faut se réconcilier avec son enfant intérieur. Je m'explique. Quand tu vois quelqu'un, un ami, et que tu le prends, par exemple, ou tu prends pour un frère ou une soeur, okay, ou une amie, ça, c'est une catastrophe. D'accord? Ça, c'est une catastrophe. Un ami, c'est un ami. Un frère, c'est un frère. Une soeur, c'est une soeur. Une soeur, c'est sacré. Un frère, c'est sacré. L'amitié également est sacrée, mais pas plus que nos frères et sœurs. La famille, c'est la priorité. Quand on a des fois un problème d'éducation, quand on a un problème d'apprentissage, ou quand on n'a pas du temps pour enseigner certaines choses aux enfants, et ça c'est une réalité. Pourquoi on n'a pas du temps? Parce qu'il y a de la télévision. Il y a une télévision dans la maison, on prend nos repas face à la télé, on prend notre thé face à la télé, ça c'est une catastrophe. Normalement, l'endroit où on prend notre repas ne doit pas contenir une télévision ou n'importe quel moyen de divertissement électronique ou technologique. D'accord? Ça, c'est de la bonne éducation, ça, c'est de la force. La force familiale vient du fait que, des fois, on ne connaît même pas la taille ou la forme des yeux des membres de la famille. Et c'est malheureux. Des fois, on ne connaît même pas la couleur ou les couleurs de nos yeux, parce qu'il y a des gens qui ont des yeux qui changent de couleur selon l'exposition à l'obscurité ou aux rayons solaires. C'est ça la force. Des fois, il y a des familles où on ne donne pas des câlins. On ne serre pas l'autre. On ne donne pas des bisous. D'accord? On ne caresse pas. Alors, quand il n'y a pas des câlins dans la maison, automatiquement, les gens vont chercher des câlins ailleurs. Pourquoi? Parce qu'un câlin de 10 secondes est largement suffisant pour amorcer une sécrétion d'une matière très très importante, un neurotransmetteur très important, qui est l'endorphine. L'endorphine, c'est une matière c'est une substance qui peut nous aider c'est un nostalgique déjà, et ça nous permet de se sentir très à l'aise, voire euphorique. Ça participe à un bien-être assez intense, si vous voulez. Alors, imaginez combien c'est difficile de ne pas être manipulable, parce que si quelqu'un d'autre te donne un câlin, automatiquement il y aura une sécrétion d'endorphine, et automatiquement il y aura un plaisir, et automatiquement il y aura une faiblesse. Donc ça, c'est comme si on joue sur un pack. C'est plusieurs composantes, si vous voulez, qui participent dans l'affaiblissement de la personne face à un manipulateur ou à une manipulatrice. Donc c'est très important de comprendre ça, de comprendre le corps, comment il fonctionne, et puis de comprendre les interactions entre le corps, les neurotransmetteurs, l'effet du regard, l'effet de la voix, l'effet du temps, et puis l'effet même de l'odeur. Si vous utilisez par exemple un parfum, ou si l'autre personne utilise un parfum qui est très 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 bon, alors automatiquement vous allez être sous l'hypnose de ces parfums. D'accord? Encore, voilà, pour se protéger, on a dit attention, ne dites jamais à quelqu'un, j'ai l'impression que je te connais depuis bien longtemps, j'ai pas le droit de dire à quelqu'un je peux pas vivre sans toi. Ça, ce sont des signes de problèmes de santé, hein. Bonsoir tout le monde. Et puis j'ai pas le droit de dire à quelqu'un tu dois rester accolé à moi. J'ai pas le droit de penser que l'autre personne n'a pas le droit de parler avec d'autres personnes. Ça affaiblit. Déjà, c'est un signe de problème de confiance en soi. Et quand vous insistez, vous allez même développer un manque de confiance en soi assez important, et vous allez montrer ça à l'autre.
Donc, n'essayez pas de montrer que vous êtes confiant, s'il vous plaît. Ça, c'est une erreur. Malheureusement, il y a tout le monde actuellement qui parle du développement personnel et qui encourage et qui invite les gens à montrer qu'ils sont confiants, alors que ça, c'est très nocif pour la santé. Il ne faut pas se mentir. Tu ne peux pas, vous ne, vous ne pourrez jamais arriver à un stade de confiance en soi si vous avez de la dépendance affective. Donc le problème ou le diagnostic n'est pas un manque de confiance en soi. Non, le vrai diagnostic, par exemple, c'est la dépendance affective. Donc quand je dis dépendance affective, ça c'est un autre volet, c'est un autre horizon sur lequel on doit travailler d'une façon collective, c'est-à-dire nous les médecins généralistes, le médecin psychiatre, le psychologue, le moniteur, le coach sportif, le nutritionniste, diététicien, un artiste ou un professeur de musique ou de n'importe quel autre domaine artistique, ok? Donc c'est toute une équipe qui doit travailler jour et nuit avec vous pour vous aider à d'abord bien diagnostiquer les traits et les dimensions de votre dépendance affective, et par la suite ils vont participer ensemble dans un travail collectif, dans une collaboration vraiment très 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 honnête et professionnelle dans la prise en charge de votre dépendance affective, et un jour vous allez vous sentir libre. Donc le problème c'est la liberté, c'est l'indépendance affective et non pas la confiance en soi. Voilà pourquoi moi je trouve ce que les coachs font sur les réseaux sociaux très illogique. Pourquoi? Parce qu'ils incitent les gens, ils les encouragent à rendre le problème encore plus difficile à gérer. D'accord? Bonjour tout le monde, je vous souhaite une excellente journée. Très bien. Alors, je vais essayer de faire une toute petite conclusion qui est pleine d'amour. Pourquoi? Parce qu'on parle de la culture d'amour. Alors, première idée à garder dans l'esprit, c'est la sécurité. Si vous avez grandi dans une famille qui s'intéresse beaucoup à l'amour, à l'affection, à la tendresse, à la gentillesse, vous n'avez pas le droit. Merci beaucoup, docteur, je vous en prie, Lala. Vous n'avez pas le droit d'ouvrir votre cœur à quelqu'un qui n'a pas grandi dans une famille pareille. Ok? Bien loin du plan socio-économique. Alors là, on parle uniquement de l'apprentissage, l'éducation. L'éducation basée sur l'amour est très importante. Si vous avez affaire à quelqu'un qui n'a pas grandi dans les mêmes conditions, vous n'avez pas le droit de partager tout ce que vous avez dans le cœur. Vous n'avez pas le droit de discuter un sujet multidimensionnel, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas des dimensions d'esprit que vous les avez déjà développées depuis un bas âge. Si vous avez l'intention de changer les gens, vous allez souffrir et vous pouvez même développer des maladies très graves. D'accord? Deuxième erreur, c'est arrêter de vouloir changer les gens. Vous ne pouvez pas me changer, vous ne pouvez pas changer mon caractère, vous ne pouvez pas changer ma culture parce que moi j'ai 35 ans. C'est trop tard. Vous ne pouvez pas changer la mentalité, le caractère, les réflexes, les habitudes, les rites d'une personne âgée de 25 ans parce que ça fait 25 ans qu'il travaille de la même manière, qu'il fonctionne de la même manière. D'accord? C'est illogique, c'est pas intelligent du tout et ça n'aura jamais de résultat. Si vous aimez les exceptions et la souffrance, cela veut dire que vous avez une culture de misère. Les misérables, ils ont tous cette culture. La culture de quoi? La culture d'aider les gens uniquement pour les aider et souffrir à leur place. D'accord? Ça, c'est une culture, malheureusement, cette culture nous a été apprise à l'école où on demande aux gens d'être un pour tous et tous pour un, alors qu'il faut toujours attendre à ce que tout le monde soit avec toi pour que tu sois avec les autres. D'accord? Ça, c'est... Écoutez, prenez en considération ce que je suis en train de raconter et essayez de prendre une décision. Est-ce que tu veux vivre ou est-ce que tu veux survivre? Est-ce que tu veux vivre ou est-ce que tu veux être un sauveur? Le syndrome du sauveur, c'est un syndrome qui évoque plusieurs problèmes de santé et qui doit être analysé avec un médecin psychiatre pour comprendre pourquoi tu veux sauver tout le monde. Est-ce qu'il n'y avait pas dans ta famille quelqu'un qui avait besoin d'être aidé?
et que vous étiez un enfant, vous étiez trop faible, vous étiez trop petit, vous n'aviez aucune capacité ou habilité de l'aider. Et au stade adulte, vous avez ce plaisir d'aider les autres parce que vous avez une petite satisfaction, une petite récompense sur le plan émotionnel. Vous avez un certain bien-être que vous pouvez le vivre en aidant les gens. Pourquoi? Parce que dans votre inconscient, vous avez l'impression que vous avez aidé ce membre de la famille. Ça peut arriver à tout le monde, ok? Mais si c'est accentué et si c'est au dépend de votre bien-être, alors là, je pense qu'on n'est pas dans un safe trottoir, si vous voulez. Alors, les erreurs également, bon, la beauté des choses dans la culture de l'amour, c'est quoi? C'est que tu as le droit d'être aimé. Si tu n'as pas été aimé correctement par tes parents, cela veut dire que tes parents ont commis une erreur. Si tes parents n'ont pas exprimé leur amour, cela veut dire que ce sont tes parents qui avaient commis cette erreur. Ce sont eux qui étaient fautifs. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut comprendre que toi, tu as été privé d'un droit. Vous avez été privé de quelque chose de merveilleux. Vous n'avez pas été aimé de façon inconditionnelle. Vous avez été un enfant invisible. Il y avait des enfants qui avaient du caractère et des enfants qui imposaient le respect et qui imposaient les lois. Vous aviez des frères et sœurs qui étaient vraiment très visibles. Or, vous étiez vraiment quelqu'un qui est très calme, timide, gentil, obéissant, qui dit rien, qui exécute. Vous êtes malade. Excusez-moi pour vous dire ça, mais vous devez vous arrêter aujourd'hui et vous dire, je suis malade, j'ai été privé, j'ai pas pris ma part d'amour, j'ai pas pris ma part d'expression d'amour. Alors vous ne pouvez pas avancer. Voilà pourquoi il y a tout le monde qui passe avant vous, il y a tout le monde qui doit passer avant vous. Voilà pourquoi vous êtes très gentil, voilà pourquoi vous êtes très modeste. Peut-être que c'est pas de la modestie, peut-être que c'est pas de la gentillesse, mais peut-être que c'est d'un sentiment d'infériorité que vous avez développé à cause de vos parents. Pourquoi? Parce que vos parents n'ont pas su prendre soin de votre cœur, de vos émotions. Alors les parents ne font pas ça exprès. Peut-être qu'ils vous aiment tellement, mais c'est comme ça, ok? Donc, si vous voulez avancer, il faut pardonner les parents. Si tu as du mal à pardonner tes parents, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut recourir à un professionnel de la santé psychique et mentale, psychiatre, ok? Après avoir vu votre médecin généraliste. Parce que si tu as un diabète, si tu as une dyslipidémie, si tu as une dysthyroïdie, si tu as un côlon irritable, si tu as une insuffisance rénale, si vous avez une hypermétropie, si vous avez une myopie, alors je pense que le médecin psychiatre ne doit pas... Normalement, il doit être gâté par le médecin généraliste, c'est-à-dire le médecin généraliste va tout prendre en charge, diagnostiquer le problème d'enfant visible chez vous, diagnostiquer le problème d'enfant obéissant, diagnostiquer le diagnostic d'un enfant qui n'a pas pu jouir d'un amour inconditionnel de ses parents. Pourquoi? Parce que c'est très pénible. Favorisme également. Il y a des gens, les parents, malheureusement, qui favorisent un enfant. Il y a des parents qui ne cessent pas de comparer. Ça tue l'enfant. Un enfant tué au stade enfant est un adulte tué au stade adulte. Ok? Vous êtes tué, vous n'existez pas. Vous existez uniquement pour les autres. Vous n'avez pas l'audace et le courage et le cœur brave to do what you want. Ok? Vous n'avez pas l'audace de faire et de rêver, de faire ce que vous voulez. Parce que vous avez été programmé pour ça. Malheureusement, les parents ne comprennent pas tout ça. Malheureusement, les parents... Bon, il y a plusieurs parents qui sont trop faibles. Un enfant qui crie va être gâté. Un enfant qui ne crie pas, qui est calme, va toujours patienter, va toujours être oublié. D'accord? Il y a un enfant invisible, mais moi, j'aimerais vous rappeler qu'il y a un enfant qui est oublié. Et ça, c'est grave. Alors, je pense que les petites astuces propagées sur les réseaux sociaux qui disent comme quoi tu dois te placer face au miroir et te dire « je suis confiant, j'ai de la confiance », ça, c'est du n'importe quoi. C'est très nocif pour la santé. Parce que vous avez été un enfant invisible pendant 20 ans, pendant 30 ans, pendant 40 ans, pendant 50 ans. Il y a des enfants invisibles pendant 50 ans. Alors, est-ce que le miroir va pouvoir vous aider à avoir de la confiance en soi? Arrêtez de dire des bêtises pour l'amour de Dieu. Ok?
Alors, ces gens que je viens de citer, ou ces caractères que je viens de citer, ou les gens qui ont ces caractères, sont en général les principaux patients victimes de dépression, victimes de manipulation, victimes euh, de, de pervers narcissiques, de manipulateurs, de profiteurs, d'arnaqueurs. Tu veux pas être une victime? Arrête la bagnole, essaie de parler avec ton cœur, essaie de parler avec l'enfant que tu as au fond de toi et va voir ton médecin généraliste et ton médecin psychiatre et ouvre ton cœur. Ok? Tu as grandi dans la joie, dans la culture de l'amour, tu ne dois pas partager ça avec tout le monde. Parce que quelqu'un qui a grandi dans une famille de haine, de rancune, c'est quelqu'un qui devient très jaloux, très agressif et très nocif une fois il tombe sur quelqu'un qui a grandi dans une famille de joie, de bonheur et d'amour. Donc toi, tu es tellement gentil que tu veux partager ça avec lui, tu te dis, mon Dieu, mais le pauvre, il a été privé d'amour, il n'a pas pu avoir tout ce qu'il voulait, il n'a pas pu avoir c'est pas moi, les baskets qu'il voulait, il pouvait pas s'acheter le cartable qu'il voulait, il pouvait pas s'acheter les jouets qu'il voulait. Donc, nous, en général, on prend les choses comme ça, ou on avait l'habitude de prendre les choses comme ça. Tu es tellement beau que tu veux aider les gens et même, comment dirais-je, les aider à récupérer une toute petite partie de leur enfance détruite. Or, ça, c'est une grave erreur. Parce que quand tu fais ça, quand on fait ça avec les gens, qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque de la jalousie, de la deep jalousie, une jalousie profonde. Et il se dit, mais pourquoi lui, il a vécu dans toute cette atmosphère de joie? Moi, un jour, j'ai été surprise par une amie et puis par un ami qui était très jaloux. Et moi, je ne savais pas tout ça. Même si je suis médecin, je ne savais pas tout ça. Parce que j'étais très jeune et tout. Alors, je vais partager avec vous cette histoire, même si c'est personnel, parce que c'est vraiment très important de comprendre. Alors, j'avais une amie et cette amie vivait avec sa famille. Et moi, j'étais loin de ma famille. Donc, le 27e jour du Ramadan, vous savez, chez nous, les musulmans, c'est sacré, c'est important, on fait certaines habitudes à la marocaine. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prépare des plats spéciaux. Par exemple, on prépare des fruits secs. Ok, c'est très important on doit prendre bien soin de la décoration de ces plats. Je pense que toutes les Marocaines et les Marocains comprennent ce que je suis en train de raconter. Et on fait très attention à la décoration et tout. On a une table vraiment très très marocaine. Alors moi, j'étais loin de ma famille. Ok, j'étais loin de ma famille. Je passais le Ramadan toute seule. Et il y avait ma mère qui m'a appelée pour me dire, voilà pourquoi je vous dis qu'il ne faut pas tout partager. Il y a ma mère qui m'a appelée, qui m'a dit, n'oublie pas de faire tout ce qu'on fait en général le 27e jour ou le 26e jour du Ramadan. Je lui dis ok. Alors juste pour faire plaisir à ma mère, j'ai préparé ça. Parce que moi, en général, quand on vit tout seul, on peut prendre les choses autrement. Mais elle a insisté sur le fait de prendre les choses d'une façon traditionnelle. Donc vous ne pouvez pas imaginer qu'est-ce qui s'est passé. Quand j'ai partagé ça, bon, moi j'ai même pas fait attention. Quand j'ai partagé ça avec ma copine, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, je suis jalouse de toi. Comme ça. Et c'est bien. Bon, je la remercie déjà parce qu'elle était tellement honnête. Dans sa jalousie, elle m'a dit, je suis jalouse de toi parce que ta maman t'aime et elle t'a appelé pour te rappeler les habitudes des musulmans et des Marocains. Alors que moi, je n'ai pas une bonne... je suis pas en bonne entente avec ma mère. Vous voyez? Alors qu'elle, elle a vécu ses traditions, ses habitudes, toutes ces choses-là en pleine famille. Et moi, je suis seule. Et même si je suis seule, elle a pu sentir de la jalousie envers moi. C'est bizarre ce que je suis en train de raconter, mais c'est vrai. Moi aussi, j'ai été vachement surprise. Alors, deuxième cas, c'est un ami que j'ai aidé. Pourquoi j'ai aidé? Parce que c'était un enfant obéissant. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai eu fait des consultations, il m'a pas payé, ok? Donc, au lieu de me payer, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a créé des problèmes avec ma famille. Pourquoi? Parce qu'il est jaloux. Parce que lui, il a grandi dans une famille qui est vraiment très, très, très
très nocive, et moi j'ai pas pris en considération le fait que quand quelqu'un grandit dans la rancune, dans la haine, dans la jalousie, cette personne restera toujours nocive. Voyez? Donc qu'est-ce que j'ai fait? Alors moi j'ai commis la plus grosse erreur, c'est quoi? C'est de partager quelque chose de beau avec des gens qui n'ont pas jamais grandi dans la beauté. C'est bizarre ce que je suis en train de raconter. Moi-même, maintenant, je trouve ça bizarre, même si je l'ai vécu véritablement. Et j'aimerais bien partager ça avec les gens qui ont un bon cœur. S'il vous plaît, essayez de garder une partie de belles choses dans votre petit cœur et essayez de ne jamais discuter avec les gens d'une façon très très spontanée si vous ne connaissez pas la racine ou les racines de ces gens, c'est-à-dire au moins la maman. Une maman qui n'a jamais gâté ses enfants par l'amour inconditionnel va toujours créer des créatures qui sont très nocives. Ces créatures, même si vous êtes très gentil avec elles, même si vous êtes très aimable et très serviable avec ces créatures, et même si, bon, la plus grosse erreur, c'est d'essayer de changer ou de combler le manque qu'ils ont dans leur cœur. Quelqu'un qui a un manque d'amour maternel ou paternel, c'est quelqu'un qui ne va jamais changer, et c'est quelqu'un qui, s'il veut changer, il doit normalement faire plusieurs séances avec son médecin psychiatre, avec son psychologue, et non pas avec les gens. Vous êtes malade, restez bien loin de moi. Vous avez grandi avec des gens malades, restez bien loin de moi. Vous avez grandi dans la haine, dans la rancune, dans les ruses, dans les fourberies, alors restez bien loin de moi. C'est très important de comprendre ce que je suis en train de dire pour ne pas passer une bonne partie de votre vie dans les services de psychiatrie. Ok? C'est la racine. C'est la racine qui décide. Une culture de la joie, une culture d'amour, c'est une culture qui s'apprend normalement, qui s'enseigne normalement à un bas âge. Je vous ai dit que ça remonte même à la grossesse, à la deuxième partie de la grossesse. D'accord? Donc prenez soin de votre cœur, essayez de ne jamais partager les belles choses avec les gens. Comme ça, tout le monde. Si vous avez envie de faire quelque chose, ne le dites pas, ne le partagez pas avec les gens avant sa réalisation. Et même après, si vous n'êtes pas dans l'obligation de partager ça, alors là, je veux vous rappeler pour un conseil de notre prophète, nous les musulmans. Déjà, je souhaite la bienvenue à tout le monde, même si vous n'êtes pas des musulmans, ça ne m'intéresse pas. L'essentiel, c'est de partager la culture de la joie et de la tolérance et de la beauté, de la gentillesse, la beauté du cœur. Et j'aimerais juste terminer mon épisode par un petit conseil de notre prophète Mohammed alayhi salam. Alors il nous a dit c'est-à-dire si tu veux vraiment réussir ce que tu es en train d'entretenir, s'il vous plaît, essayez d'être discret. Essayez d'être très 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 discret et gardez ça dans votre cœur, dans votre esprit. Ne partagez pas ça avec les gens. Vous devez avoir votre jardin secret, vous devez avoir vos secrets et vous ne devez jamais tout dévoiler aux gens parce que les gens ne peuvent pas tous vous aimer. Et même les gens qui vous aiment normalement, je pense qu'ils seront très heureux après vous avoir vu réaliser ce que vous voulez. Normalement, si je t'aime, je vais être heureuse. Par exemple, si tu partages pas, si tu m'informes pas que tu es en train de passer un concours ou de te préparer pour un concours, le jour J où tu vas me dire Asma, j'ai une bonne nouvelle pour toi, j'ai réussi mon concours, normalement, si je t'aime, je dois être heureuse. Si un jour tu me dis Asma, je t'invite pour mon mariage alors que tu m'as pas invité pour les fiançailles, bien sûr que je serai très heureuse parce que tu t'es mariée, parce que je veux te voir heureux. Donc si tu es heureux, automatiquement je serai heureuse. Alors pour les gens qui donnent des critiques, pour les gens qui critiquent, pour les gens qui blâment, qui font des reproches, je pense que la vie est très courte. Personnellement, je pense que la vie est très courte. Donc on n'a pas à critiquer, on n'a pas à faire de reproches. Chacun de nous est très occupé, mais on est normalement censé créer des événements de douceur, des événements de gentillesse, des événements de beauté, mais avec une grande condition, c'est quoi? C'est de parler avec des gens qui ont grandi dans des foyers où régnait la culture de la beauté, de la joie,
de la bonne façon de choisir le bon choix des mots, c'est très important parce que dans la communication, on peut vexer. Rien qu'en étant spontané ou qu'en étant honnête, entre parenthèses, qu'en étant franc. Écoutez, c'est bien d'être franc, mais on n'est pas là pour être franc, on est là pour vivre. Ok? On est des êtres humains, donc on n'est pas parfait. Vous avez un conseil à me faire automatique. Ok, mais vous n'avez pas à me vexer. Ok? La vie est très courte. Je pense que la gentillesse est une force. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. C'était Dr Asma Amdouni. S'il vous plaît, méfiez-vous de tout faux compte qui marchandise les médicaments en utilisant mon nom. On a déjà déposé les plaintes contre ces gens-là. Et puis, c'est interdit au Maroc et dans n'importe quel pays de marchandiser les médicaments. Tu veux un médicament, tu pars voir ton médecin, il te donne une ordonnance, tu présentes l'ordonnance à ton pharmacien dans une pharmacie, d'accord? Pourquoi? Parce que les médicaments ne se vendent jamais en dehors des pharmacies. Alors, si vous avez besoin de consultations, j'ai eu une bonne nouvelle, j'ai commencé à faire des consultations à distance, consultations vidéo, mais uniquement à travers, il faut passer par la station de www.docexpress.ma. C'est sécurisé et c'est une façon de gérer les choses comme ce qui se passe dans les pays développés, c'est-à-dire vous demandez le rendez-vous, vous allez recevoir une confirmation avec mon adresse et tout, mais si vous avez envie de faire une consultation à distance, ce que je fais actuellement parce que je suis en congé, alors il suffit de choisir à distance et vous allez recevoir mon email avec tous les détails dont vous aurez besoin. À la prochaine. Ah oui, avant d'oublier, le live d'hier, ça a été enregistré avec succès sur ma chaîne YouTube qui porte le même nom, Dr Asma Amdouni. Ce live également va être enregistré sur la même chaîne. Ciao.